Bonjour Bertrand Joller. Bonjour Clémence. Vous êtes ingénieur des mines, diplômé de l'école de pétrole et de l'IEP de Paris, entrepreneur en série, consultant stratégique, joueur d'échecs, joueur de Go. On pourrait continuer beaucoup plus loin parce que vous avez eu 1000 vies, mais la dernière fois, vous étiez venu nous parler de cabinets de conseil, de l'envers du décor de ces cabinets de conseil, puisque vous avez travaillé dans ces cabinets de conseil et pas des moindres. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous rappelle, vous avez passionné nos auditeurs, on a eu beaucoup de retours. On voudrait continuer sur cette affaire, mais je crois que vous vouliez d'abord réagir à l'histoire des sondages. Alors, l'histoire des sondages, en fait, le sondage, il est présenté comme un élément d'autorité, effectivement, et on va y revenir parce que je pense que ça va être le thème de toute notre discussion ce matin. Et donc, il influence considérablement les gens. Moi, je me rends compte que même moi, en fait, je me dis, je n'ai pas envie que le président actuel reste notre président pour plein de raisons. Ah bon ? Et oui. Ah oui, je suis très clair. Et donc, comment réussir à le faire partir ? Et forcément, j'écoute les sondages, j'écoute autour de moi. Alors, je connais très peu de personnes, en fait, qui veulent voter pour lui. Mais ceux qui envisagent de voter pour lui le font parce qu'ils pensent que les autres sont dangereux. Et donc, il y a deux choses, en fait, qui font partie de la stratégie du gouvernement actuel. C'est diaboliser, en fait, tous ceux qui sont en face et essayer de choisir avec les sondages qui sont aussi influencés que les médias mainstream. On ne peut pas considérer que tous les médias mainstream ont une espèce de pensée unique sur le coronavirus, sur la guerre, enfin opération spéciale ou guerre en Ukraine, sans avoir une profonde influence. Et donc je pense effectivement, comme Didier Maistre l'expliquait, que choisir les panels, mais ensuite faire les corrections qui sont censés montrer une plus grande réalité, en fait, d'après l'expérience des sondeurs et les erreurs, les biais, entre guillemets, des sondages, mais ils font qu'en fait, on est tous influencés au quotidien par ces deux informations en permanence. C'est-à-dire que Zemmour, c'est l'explosion des territoires, c'est la révolution. Marine Le Pen, c'est Le Pen. Donc ça suffit, entre guillemets, à dire que c'est mal. Mélenchon, c'est un trotskiste qui est vieux et qui... etc., etc. Alors qu'en fait, la personne qui détruit tout depuis 5 ans, c'est Emmanuel Macron. Et c'est pas véritablement un gouvernement, en fait. C'est un commando de dépeçage de l'économie, de mise en pièces, entre guillemets, des valeurs, que ce soit la protection des personnes âgées. On peut parler de ce qui s'est passé dans les EHPAD au début de la crise sanitaire, de la place des enfants dans nos sociétés, en fait. Moi, j'ai des enfants jeunes et je trouve ça hallucinant qu'on ait voulu absolument les vacciner, absolument leur faire porter des masques en permanence. Et puis eux-mêmes ne comprenaient pas, puisqu'au début, ils étaient épargnés de ça. Donc les enfants avaient le droit d'avoir une vie normale. Et d'un seul coup, on a dit non, mais c'est vous les plus dangereux, en fait. C'est vous les pires. Et cette espèce N'embrasse pas papy, mamie. Exactement, d'embrasement. Mais à Noël, qui n'a pas eu des grands-parents inquiets à l'idée d'avoir leurs petits-enfants s'ils n'étaient pas vaccinés, voir leurs enfants, tous ces conflits de famille. Et cette incompréhension, parce qu'en fait, l'intelligence et le débat n'a plus le droit d'exister, en fait. Et on est dans une société où, et on évoquait ça avant, c'est un peu le principe de l'expérience de 1000 grammes. Donc il y a une espèce d'autorité qui est respectée, qui est connue. Alors souvent, c'est une autorité médicale, mais ça peut être une autorité universitaire et qui va imposer les choses. Et moi, mais il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si ça vous a tous marqué, mais les Ukrainiens découvrent subitement, après le départ des Russes, des corps un peu répartis partout dans les rues d'une ville et personne, même pas les grands médias, etc., n'ose s'aventurer immédiatement. Parce qu'on a une expérience de 30 ans de fausses informations, de faux charniers, etc. Et le premier, en fait, qui impose la crédibilité d'un pays, d'un État, etc., c'est par tweet, le président français, qui dit « ce sont des crimes de guerre, c'est horrible, la Russie doit payer, on doit accroître les sanctions ». Et dans la foulée, Johnson, Biden, etc., s'expriment sur la même position, et ce qui permet à Zelensky de monter d'un cran et de parler de génocide. Ce qui est quand même un mot et puis le lendemain, il est encore monté d'un cran Ouais. en disant que les crimes étaient pires que les crimes de la Shoah. Exactement, mais on voit la place de la France. C'est-à-dire qu'on a un président français qui est une espèce d'autorité, France, pays des Lumières, France qui s'est toujours
positionné contre les guerres. Je vous rappelle que Villepin, à l'initiative de Chirac, s'est exprimé contre la guerre en Irak. On s'est toujours exprimé contre. Et là, on a un président français du pays de la paix qui est le président de la guerre. Et je voudrais vraiment que les auditeurs comprennent qu'il est une autorité symbolique, au même titre que le pape, et on évoquera peut-être le pape tout à l'heure, le pape de Rome, et il est celui qui attise en permanence, il attise les dissensions dans le pays avec les gilets jaunes, et il les renforce avec la violence, mais en essayant de les écraser, et il les attise avec une forme d'autorité morale qui dit à tout le monde, sur les réseaux sociaux, si vous vous exprimez contre cette nouvelle vérité, donc il y a eu un massacre, un crime de guerre, voire un génocide, voire cette escalade de mots, vous êtes un négationniste, puisque c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dès le matin, on ne peut plus s'exprimer en fait sur toutes ces questions-là, parce que le président français a dit c'est ça la vérité. Didier Maisto. Je souscris complètement à ces propos, c'est extrêmement grave. On a même fait une loi pour ça, une loi anti-fake news. Donc c'est vraiment l'argument d'autorité. Il y a une parole divine, et j'aime bien d'ailleurs le rapport au pape, puisque là, c'est vrai que c'est presque le médecin de nos âmes, Emmanuel Macron. Hein. C'est une autorité qui n'est plus politique, c'est une autorité morale, religieuse. Donc il dit la loi. Il vient graver dans le marbre les commandements. Et si vous sortez de ces commandements, si vous écrivez autre chose, si vous dites autre chose, vous êtes, pour le moins, apocryphe. Donc, mais c'est tout à fait insupportable, je trouve. Alors moi, il m'est arrivé une petite aventure, je vous la livre comme ça. Hier soir, j'étais en meeting, je rentre tard, je prends mon téléphone et je vois qu'un certain Julien Pin, que je ne connaissais pas, un journaliste de France Info, me retweet parce que j'avais dit dans une vidéo et un tweet, soyez vigilants si vous tenez des bureaux, parce que dans ma vie j'ai tenu des bureaux de vote, soyez vigilants pour éviter les fraudes quoi. En gros, je dis juste ça, soyez vigilants. Et le type me retweet en disant ah, vous l'entendez la petite musique et hashtag on nous vole l'élection, on nous ment, c'est son truc, on nous ment. Donc je suis allé le voir. Et il est chargé de traquer la fake news par France Info, c'est-à-dire c'est un type qui passe son temps dans les studios de la Maison de la Radio, que vous connaissez bien l'adresse, Clémence, il ne met jamais le nez dehors, il est toute la journée derrière son écran, et moi qui suis sans arrêt sur le terrain, qui sillonne la France, qui couvre les manifs, il va m'expliquer ce que je dois dire, pas dire, etc. Donc, vous avez une parole présidentielle avec les Playmobil derrière qui relaient et qui annonnent sans même réfléchir ce qu'ils sont en train de dire. 2, vous avez des journalistes carpettes qui se taisent, qui s'aplatissent complètement. On l'a vu avec le débat soi-disant successif de France Télévisions où vous avez eu Madame Saint-Cric qui dit « Oh, nous allons écouter, non pas religieusement, a-t-elle dit, on revient dans le registre, le président de la République, mais avec beaucoup d'attention, nous allons écouter les meilleurs extraits. » Ce qui est un pur scandale. Hein. Oui. Après, elle s'est reprise, elle a dit « Ah, c'est pas les meilleurs, mais enfin bon, peut-être pas les meilleurs. » Voilà. Et enfin, pour couronner le tout, vous avez les fact-checkers comme ce type-là, comme d'autres, qui viennent derrière leur bureau avec un argument d'autorité, vous dire non mais ça c'est pas comme ça, vous êtes complotiste. Vous avez il y en a qui en font profession. Tristan Mendès France, qui porte pourtant un patronyme célèbre et qui devrait faire honneur à ce patronyme. Son boulot, c'est d'aller emmerder les gens, les journalistes qui bossent, pour leur dire ah non. Ou certains politiques. Comme Conspiracy Watch, qui peuvent, eux, balancer toutes les bêtises du monde, parce que Dieu sait que j'en ai vu chez eux, et pas de problème, puisque ce sont eux les émissaires de la vérité. Un seul conseil, j'ai interpellé, moi, ce Julien Pin, pour qu'il réponde, il va, en général, il rase les murs. Un seul conseil pour les auditeurs, bloquer ces censeurs, bloquer ces empêcheurs de tourner en rond, comme ça,
vous êtes tranquille. Bloquez-les, ils n'existent que par vous, en fait. Alors, Didier Maisto, plusieurs choses. Vous parliez, en effet, de cette histoire de contrôle des votes. Nous aussi, on a reçu ici deux, mais en fait, il y en avait une troisième association qui a mis en place des contrôles de vote citoyens pour dire, venez contrôler, prendre des photos. Contrôle ne veut pas dire défiance. Voilà, il le répétait, c'était intéressant. Et en effet, j'ai lu des articles, notamment de l'Obs, mais il y en a sûrement d'autres, qui expliquaient déjà aujourd'hui que ces personnes-là, ils font de la prédiction, que ces personnes-là, après les élections, vont remettre en question les votes. Et donc, ils disent, voilà, ces gens-là veulent nous voler l'élection. Alors, si eux ne sont pas les complotistes... Oui. Non, mais vous voyez, ce sont des gens, en fait, c'est ça le problème aussi du journalisme, et c'est ça le problème des sondeurs, ce sont des gens qui ne sont jamais dans la vraie vie. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait, à part être derrière un écran, qui n'ont jamais été assesseurs, qui n'ont jamais été président d'un bureau de vote, qui n'ont jamais tracté, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, qui n'ont jamais fait une campagne électorale ou d'affichage avec souvent des coups de poing, et encore aujourd'hui, on monte en épingle des affaires à 2 €, alors que moi, je peux vous dire, dans les années 90 et même avant, c'était autrement plus violent, les campagnes électorales, et notamment quand des différents couleurs d'affiches militants se croisaient, ça partait en baston, comme on dit. Donc, ce sont des gens qui connaissent rien. Oui. Aujourd'hui, ils sont spécialistes du coronavirus. Demain, ils vous expliqueront les cabinets de conseil après-demain. Ils vous expliqueront la science infuse. Voilà. Didier, aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui a été dans ce monde des cabinets de conseil, qui connaît quelque chose. Et je voudrais qu'on continue de discuter avec vous et avec lui, avec Bertrand Scholler. Tout à l'heure, vous avez tous les deux utilisé ces notions de religion, de pape de l'information, pape... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, et c'est intéressant parce que puisqu'on parle du pape, il y a un article qui date de 2013 qui montre que le Vatican a fait appel également au cabinet McKinsey. Oui. Et alors là, on se dit que le cabinet McKinsey n'a pas seulement envahi notre gouvernement français, pas seulement les je ne sais plus combien d'autres pays, 65 autres pays, Bertrand Scholler nous expliquait la dernière fois qu'il est venu, qui sont dirigés par McKinsey aujourd'hui et qui racontent tous la même petite musique, mais également le Vatican. Mais exactement. Et là, c'est intéressant, Clémence, que vous parliez du Vatican. Parce que si on se refait le film de l'histoire des positions du Vatican, par exemple, dans le domaine médical, on sait tous très bien le vote, le vaccin, c'est l'amour, avait dit. Exactement. Ça, c'est ce qui s'est passé depuis McKinsey. Mais avant McKinsey, l'Église ne s'est jamais intéressée à la question médicale, puisqu'ils sont dans la notion de spirituel. Donc le corps, en fait, c'est juste une enveloppe de quelque chose de spirituel et la vie, la mort, en fait, sont des choses qui sont sans discontinuité. Donc ça fait partie de la même spiritualité. Et donc l'Église s'était toujours positionnée contre l'avortement, pour le sida, c'est jamais positionné pour le préservatif, évidemment jamais positionné pour aucun traitement particulier concernant cette maladie. Et là, subitement, on a un pape qui, dès qu'il est élu, devient extrêmement actif sur des questions qui ne devraient pas être les questions de l'Église, ce qui est évidemment très perturbant pour tous les catholiques du monde, puisqu'il explique qu'en fait, non seulement il faut se vacciner, mais il faut vacciner tout le monde, y compris les enfants, et avec le même vaccin. C'est-à-dire qu'en fait, il recommande également, l'Église, le Vatican ne reconnaît que le vaccin Pfizer. Ouais. Et les gardes suisses ont été renvoyés s'ils ne prenaient pas ce vaccin. Alors on comprend qu'il y a une forme de paranoïa au Vatican, puisqu'ils sont tous relativement âgés. Ils ont tous un embonpoint, en fait, qui est une circonstance de risque. Mais en même temps, ils sont juste entre eux, ils ne sont pas forcément... Puis ils ne sont pas obligés d'être promoteurs de produits pour autant. Exactement. Et donc, on voit qu'à partir du moment... Parce qu'en fait, vous avez dit, effectivement, McKinsey a travaillé pour la communication. Dites-nous, c'est le Wall Street Journal. Ah oui, le Wall Street Donc, Journal. C'est quand même un journal de référence aux États-Unis. Mais qui racontait qu'en fait... alors, revenons juste un peu en arrière. Il y a un pape qui s'appelle Benoît XVI, qui est l'évêque, je ne sais plus, c'est Ratzinger, oui. allemand.
et qui s'intéresse à la liturgie. Donc, il revient sur les textes de l'Église, qui est quelque chose qui manquait de plus en plus, parce qu'en fait, on avait une Église qui faisait du marketing pour essayer d'accroître en fait son influence dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, dans l'Europe de l'Est, puisqu'il y a aussi cette guerre d'influence en fait des religions. Mais lui se réintéressait au livre. Que dit la Bible ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Que dit ce livre en fait de référence pour tous les catholiques du monde ? Et ça plaît pas à un certain nombre d'acteurs. Et il va être remplacé, alors qu'il est vivant, mais il est censé être proche de mourir, par un nouveau pape qui, lui, est également vivant, qui va être un pape de transition, parce qu'il n'est pas censé vivre longtemps. Donc, si vous vous rappelez, à cette époque, le nouveau pape, en fait, c'est quelqu'un qui a subi plein d'opérations, qui a une vie terrible, etc., mais qui va juste faire la transition entre ce pape sur le point de mourir, mais qui est toujours vivant 9 ans après, et un nouveau pape. Et le premier acte de ce pape, c'est de prendre KPMG, pour s'occuper de la comptabilité de la Banque du Vatican, donc une grande société américaine, et McKinsey pour s'occuper de la stratégie de communication du Vatican. Le moment où il arrive, où il est en place, exactement. Ah oui, c'est la même année. La même année, c'est totalement synchronisé. Ce qui est, il faut savoir que les personnes d'église sont des gens qui ont une culture formidable. C'est un peu comme des soldats. Il faut voir le fonctionnement hiérarchique, sont vraiment des intellectuels, des penseurs. Et il y a une grande diversité, puisqu'en fait, ils viennent du monde entier. Donc, quand ils se réunissent en colloque, mais à tous les niveaux, la pensée, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement synthétique, analytique. Ils travaillent en groupe, ils travaillent vraiment bien ensemble. Et d'un seul coup, des jeunes consultants, plus ou moins habiles, plus ou moins au fait des choses de l'Église, etc., vont écouter et dire, écoutez, maintenant, c'est nous qui allons vous recommander, en fait, pour mieux travailler, pour être plus efficace, la manière de le faire. Et donc, le Vatican est devenu un des instruments essentiels de cette stratégie de communication mondiale entre ces deux mondes. Et on voit bien qu'en fait, le pape est extrêmement impliqué. Il a été extrêmement impliqué sur le Covid et il est formidablement impliqué sur la situation en Ukraine. Il s'exprime quasiment tous les 2 ou 3 jours. Parce qu'il y a eu l'autorité politique avec Emmanuel Macron. Mais il y a 2 jours, il y a eu l'autorité religieuse, puisque le pape, dans une de ses homélies faites au Vatican, a parlé de crimes horribles qui se passaient, sans jamais évoquer Boutcha, sans évoquer le Yémen, sans évoquer quoi que ce soit. Mais pour bien montrer de quoi il parlait, il a embrassé un drapeau ukrainien qu'on lui a porté et qui venait de Boutcha. Et ça a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, il a parlé sans citer Boutcha des crimes horribles, sans dire que c'était les Russes ou les Ukrainiens, rien du tout. Mais en fait, il a conclu en embrassant un drapeau de Boutcha. Donc c'était une valeur symbolique extrêmement forte, en fait, que le pape a transmis à tout le monde. Alors, dans le même temps, le patriarche Cyril de la religion chrétienne orthodoxe, en fait, le patriarche de Moscou, mais le patriarche aussi grec, eux se sont positionnés très fortement, mais ça fait partie, en revanche, de la capacité, en fait, d'un orthodoxe, c'est-à-dire qu'il a le droit de parler. Ça fait partie, en fait, dans l'Église, il y a vraiment une séparation entre le pouvoir religieux, le pouvoir des gouvernements, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, alors que dans la religion orthodoxe, en fait, les choses sont liées. Donc, ils ont une autorité également sur le politique, un peu comme dans le monde islamique. Et c'est vraiment important de comprendre ça, puisqu'il y a un vrai rapprochement entre le monde orthodoxe et le monde islamique. Mais pour le patriarche Cyril, qui s'est exprimé le 24 et qui a sans doute été très important dans les décisions prises par Poutine, le 24 février, il a dit que c'était véritablement peut-être la dernière possibilité pour le monde du bien de défaire l'empire du mal. Et il y a des vraies tensions en fait entre l'Église chrétienne catholique, qui est en Pologne, et l'Église chrétienne orthodoxe. Et il faut savoir que Kiev, qui était plutôt à cheval entre les deux, une des principales influences qui a été celle de l'Occident depuis la chute du bloc communiste, ça a été d'entrer très fortement en fait dans l'Église orthodoxe de Kiev pour la faire plus ou moins disparaître et qu'elle soit complètement remplacée par les chrétiens catholiques, en fait. Puisqu'il y a chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. En fait, c'est 2 mondes qui devraient être
très très proches et qui en fait sont de plus en plus éloignés. Didier Maisto ? Oui, alors au-delà de cette question-là, il faut voir à quel point McKinsey, effectivement, est introduit partout. Moi, ce qui m'a posé question, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu que une nana qui s'appelle Dawn Scalisi, devenue Head of Diligence chez McKinsey, c'est-à-dire en fait en charge, patronne des audits. Cette dame, donc elle est arrivée en février de l'année dernière, février 2021. Cette dame, elle a passé, écoutez, tenez-vous bien, 33 ans à la CIA. 33 ans à la CIA, je répète. Et rappelez son titre chez McKinsey, elle fait quoi ? Elle est directrice des audits en charge des opérations complexes, en fait. Et ça marche dans les deux sens, hein, Didier. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la CIA, et alors tenez-vous bien encore, a versé 10 millions de dollars pour se réorganiser. À qui les a-t-elle versés ? McKinsey ? À McKinsey. Ah oui. Mais tu remarques que c'est pas cher, hein, 10 millions de dollars pour se réorganiser, quelque chose d'aussi grand que la CIA, et 12 millions de dollars pour apprendre aux médecins à vacciner, ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Absolument. Donc vous voyez déjà... Juste pour la France. Oui, mais 290 millions voyez pour déjà avoir moins la cher pour la Poste, CIA que pour la France. Ouais. Non, mais vous voyez déjà la gabegie, vous voyez déjà l'inutilité de ce truc. Mais vous voyez, et je vais boucler avec la France, le délire absolu en termes de stratégie d'aller confier, excusez-moi, la CIA, l'intelligence extérieure des États-Unis. Ils ont 60 000 employés en dehors des États-Unis. C'est sans doute, avec la Russie, le service le plus important en termes de service extérieur d'un pays. Mais c'est absolument incroyable, cet État dans l'État. Et les sénateurs eux-mêmes, qui ont découvert le poteau rose, hein, les sénateurs américains, beaucoup, ça s'est fait pareil dans la plus grande opacité. Donc il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu agacés de la situation, qui ont demandé des comptes. Pour boucler avec la France, vous avez Emmanuel Macron, excusez-moi du peu, qui vient sur TF1 expliquer « Ah ben oui, c'est bien qu'il y ait une enquête ». Il dit « Non mais c'est rien, c'est juste de l'informatique ». Non mais déjà on avait été espionné par une société israélienne, rappelez-vous l'histoire des téléphones portables, tous les ministres étaient sur écoute, le président de la République était sur écoute, et là il vient nous dire benoîtement sur TF1 que non, c'est pas grave, c'est McKinsey qui est là, mais il regarde juste notre informatique stratégique. Il a bien raison de dire que c'est rien, puisque c'est une enquête qui a été confiée au service d'enquête judiciaire des finances, donc du parquet national financier, qui dépend du ministère de l'économie, donc forcément ce sera rien. Alors là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la saisine du juge d'instruction par le PNF, hein, elle ne concerne en réalité que l'évasion fiscale, que les fonds, fonds frauduleusement le utilisés blanchiment, par le blanchiment au détriment du fisc. Voilà. Et donc en fait, ça n'implique pas les ententes constitutives de manœuvres frauduleuses, d'escroquerie en bande organisée, par exemple, sur les contrats passés avec le pouvoir. Donc c'est complètement circoncis aux portes du pouvoir. Exactement. Et donc on ne touche pas le cœur du problème. Ça, il faut bien comprendre. On a bien compris, Didier Maisto, qu'on ne touchait absolument pas avec cette saisine du PNF le cœur du problème, qui est l'influence du privé et du privé américain, entre autres, sur la gouvernance. Un dernier mot à Bertrand Scholler. Oui, en fait, en même temps que tu as parlé, Didier, de la santé et des données médicales, en fait, ça m'a fait véritablement penser à un des éléments majeurs en fait qui s'est passé, mais il y a tellement d'actualités qu'on les oublie. C'est le problème des biolabs. Biolabs en Chine, des biolabs en Ukraine. Si vous partez là-dessus, on vous réinvite, promis, la semaine prochaine. Bertrand Scholler, vous aviez autre chose à dire ou pas? Parce que ça, c'est beaucoup trop long. C'est pas de la censure, chers amis. C'est juste qu'il est 8h58 et c'est l'heure de vous remercier infiniment, Bertrand Scholler. À chaque fois que vous venez, il faut qu'on vous réinvite. En fait, c'est ça le problème. Et merci à vous, Didier Maisto. Et puis surtout, merci à vous tous, chers auditeurs. Vous avez apprécié cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.